Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la situation chinoise qui devient un sujet d'inquiétude globale pour les investisseurs avec la multiplication d'émeutes et de protestations violentes. Encore tout au long du week-end contre la politique zéro Covid menée par Pékin depuis plus de 2 ans maintenant. Une situation sociale donc qui commence à faire les gros titres de l'actualité 1 mois après la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois, avec évidemment des impacts économiques locaux qu'il faut attendre. Par exemple, on apprend ainsi que la production d'iPhone Pro pour Apple pourrait être amputée de 6 millions d'unités d'ici cette fin d'année. L'usine Foxconn dans la région de Zhengzhou est violemment touchée par ces mouvements de protestation ouvriers en l'occurrence. Et puis un impact global sur l'ensemble des marchés, une Chine socialement en danger, c'est une Chine peut-être économiquement affaiblie, on le voit à travers les prix du pétrole qui reculent encore assez nettement en ce début de semaine. Du côté de l'agenda de la semaine, la séance du jour s'annonce assez calme, mais la semaine sera très chargée sur le plan des publications macroéconomiques, avec notamment la première estimation d'inflation en zone euro qui sera publiée ce mercredi pour le mois de novembre, et puis les chiffres d'emploi mensuels aux États-Unis qui seront publiés ce vendredi pour le mois de novembre également. Les économistes attendent encore plus de 200 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier, et puis pas mal de banquiers centraux qui s'exprimeront encore une fois tout au long de la semaine, à commencer par Christine Lagarde cet après-midi devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Et puis mercredi, c'est Jérôme Powell qui prendra la parole à l'occasion d'une réunion à la Brookings Institution à Washington. Voilà donc pour le programme de la semaine et le plan de trading bien sûr à suivre dans un instant après, rappelons-le quand même, 2 mois de rallye intense pour les actions européennes et 20% de rebond depuis le point bas du 29 septembre dernier. Le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. Et c'est Vincent Bois qui nous accompagne ce lundi, analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Bon, petite séance de pause, de consolidation pour les actions européennes notamment, tout à fait légitime après des semaines de rallye. Depuis le point bas du 29 septembre dernier, on a vu des indices actions en Europe qui ont repris 20% et plus en ligne droite. Que dire de ce mouvement, Vincent, et comment analyser la suite possible de ce rallye d'automne qui aura été effectivement très intense et très marquant pour les actions européennes notamment? Alors tout à fait, le rebond a été plus important qu'on ne l'attendait, même quand on en parlait ici il y a quelques semaines. On est allé casser un peu tous les objectifs, on est allé chercher vraiment les derniers objectifs, on est encore sur des niveaux techniques importants, donc un retour en arrière tout à fait légitime. En revanche, maintenant il va falloir savoir si c'est une consolidation, une respiration, ou si les données économiques, les discours de banquiers centraux vont amener à une correction un peu plus importante. Qu'est-ce que vont regarder les investisseurs au niveau macro? C'est bien sûr l'inflation qu'on va regarder, les données sur l'emploi également, qui pourra nous donner un indice sur l'évolution de l'inflation. Est-ce qu'on a atteint le pic? Est-ce que la politique monétaire va devenir plus accommodante? Mais si les marchés continuent de rebondir comme cela, eh bien, cela va être difficile pour la Fed d'être plus accommodant, parce qu'elle veut casser un peu cette dynamique beaucoup trop haussière finalement. Donc, il y a beaucoup de données pour le moment. Au niveau technique, on est plus effectivement sur la consolidation. On atteint les niveaux. On regarde également d'autres actifs que les indices qui peuvent nous donner justement des données. On va y venir, mais c'est important ce que vous dites. Le rebond des marchés actions, on l'a vu aussi sur les marchés de crédit, avec des spreads qui se sont resserrés. Et donc tout ça signifie des conditions financières, des conditions de marché qui se sont assouplies quand les banques centrales et la Fed veulent maintenir encore un niveau de restriction financière, de restriction monétaire important pour combattre l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si les marchés vont trop vite en besogne, pour la Fed mi-décembre, les 13 et 14 décembre, la sanction ce sera peut-être pas 50 points
points de base, Tout comme à on fait. l'espère, mais peut-être encore 75. C'est là le problème, risque. justement. Donc peut-être que les marchés également essayent d'anticiper et de ne pas aller trop haut. Les investisseurs peut-être débouclent leur position pour ne pas voir le marché s'emballer et justement donner une occasion à Jérôme Powell d'être un peu plus restrictif. Donc ce qui confirme justement cette justification de ne pas aller trop loin, d'attendre un peu les différentes données, notamment cette semaine, il y en aura beaucoup, et puis voir par la suite justement ce que cela peut donner. Bon, dans les actifs intéressants en dehors de la bourse, effectivement, qui permettent de jauger un peu de l'évaluation que les investisseurs font et de l'inflation et de l'économie et des craintes de récession, le pétrole, bien sûr, est un actif toujours indispensable pour l'analyse. Vincent, quand on regarde le brut léger avec une vision hebdomadaire que vous nous proposez sous forme de graphique, quels sont les enjeux du moment pour les cours du brut, Vincent? Alors actuellement, effectivement, à court terme, il y a une baisse. On voit avec la Chine ce qui s'est passé ce week-end et donc justement un peu ces retours en arrière sur les confinements ou non. Justement, voilà, un peu long terme. On a vu quand même un pétrole très volatile, ce plus bas en mars 2020, on s'en souvient, négatif sur certaines échéances. Et puis donc à court terme, on vient de casser quand même un niveau technique très important, c'est 76,50. Qui était le plus haut pendant plusieurs années, 2019, on le voit également en 2021, avant de venir le casser, on est venu rebondir dessus. Malheureusement, techniquement, on aurait pu rebondir à nouveau, ce double bottom pour repartir à la hausse, on ne l'a pas, et donc on voit un retour baissier. Donc d'un côté, on a ces indices qui tentent et qui continuent de progresser, mais de l'autre côté, on a ces actifs matières premières qui peuvent nous donner une image un peu de la perspective économique des investisseurs, qui est plutôt baissière. Et donc, est-ce que le pétrole anticipe que finalement le soft landing commence à s'éloigner et donc on part plutôt vers une récession? Comme je le dis, à court terme, il faut surveiller la Chine tout de même, mais on baisse depuis maintenant plusieurs semaines. Pendant ce temps, les indices montent. Donc, cette différence finalement de... À un moment, la baisse du pétrole pourrait être vue négativement par les investisseurs. Bien sûr, cela peut nous montrer justement, il y a le fait que cela pèse négativement sur l'inflation, donc c'est plutôt positif. Mais si cela continue de baisser alors que les investisseurs sont plutôt positifs, c'est peut-être que derrière, il y a d'autres investisseurs qui se disent que la récession est en train de venir et la demande va probablement baisser. Donc techniquement, voilà un peu pour la psychologie et le point de vue. Mais au niveau technique, c'est 76,50. Il faut se maintenir au-delà pour essayer de rebondir et poursuivre ce rebond. Ici, on est plutôt sur une accélération baissière et d'aller chercher ce range justement de résistance qui pourrait devenir support vers les 65-67, qui est également le niveau auquel les États-Unis pourraient commencer à renflouer les réserves stratégiques, 76-72. Ah oui, c'est donc, au niveau technique, au niveau psychologique et au niveau de l'information que l'on a, peut-être un niveau de rachat assez important, mais pour le moment, on est plutôt sur la poursuite de la baisse. On le voit peut-être en zoomant sur une vision, donc la vision journalière effectivement du baril de brut léger américain. L'or aussi est un bon actif à regarder en période peut-être de réduction de l'inflation. Tout le monde a en tête que le pic inflationniste est peut-être passé aux États-Unis. Il sera peut-être franchi dans les prochains mois en Europe. Tout ça donne à nouveau de l'intérêt à l'once d'or sur les marchés. Ça donne un intérêt à l'once d'or à moyen et long terme. Pour certains, on est ici sur l'hebdomadaire également. On a eu nos triples rebonds ici sur les 1620 $. Pas de cassure, donc on se maintient dessus. Ce que cela aussi induit, donc si le pic d'inflation est passé, eh bien, on peut voir un retour haussier sur le cours de l'or. Mais justement, on a un retour haussier. Donc, on voit que le marché obligataire également, les taux continuent de baisser, alors que de l'autre côté, eh bien, on a des marchés qui sont plutôt haussiers. Donc, on a tout de même une indication supplémentaire comme quoi peut-être que les marchés sont en train également de pricer cette récession, en tout cas une baisse des taux obligataires. Donc on a des indices qui sont plutôt haussiers, on arrive peut-être à une limite, et de l'autre côté, que ce soit ici le cours de l'or et donc le cours du dollar, et de l'autre côté le cours du pétrole, qui indique peut-être qu'également on peut avoir une baisse un peu plus importante. Donc là on est sur une consolidation, mais grâce à ces indicateurs, peut-être qu'on va avoir un peu plus qu'une consolidation sur les indices. Ça va dépendre aussi des données qu'on va avoir dans les prochaines
prochaines semaines. Ouais, très clair. On a corrigé le pessimisme excessif à travers la hausse des indices. Attention peut-être à ne pas devenir trop optimiste dans une phase où les incertitudes sont encore nombreuses et sur l'inflation et sur l'économie, voire la récession demain. Quand on regarde justement alors un indicateur de volatilité des marchés actions, l'indice VIX, volatilité du marché américain, qu'est-ce qu'on peut constater de ce point de vue-là, Vincent ? Alors de la même façon, ça traduit un peu cette hausse qu'on a eue sur les indices. Ouais. On a eu une baisse de la volatilité qui, malgré, même avant certains risques, eh bien, le VIX ne progresse pas. On est dans ce range toujours et on est venu donc sur notre niveau technique à plusieurs reprises. Sur les 2 obliques, finalement, c'est un niveau technique très important. Et tout 2022... Malgré les baisses que l'on a eues en 2022, on a eu quand même une année difficile pour les indices, le VIX est resté sur ce plancher. Donc, de la même façon, on peut voir le même type de phénomène qui peut nous amener à une hausse assez importante, voire un dépassement par la suite si, comme on le disait tout à l'heure, au lieu d'une consolidation, eh bien, on va sur cette perspective de récession qui pourrait donner lieu à une hausse importante. Mais voilà, ça aussi, enfin en tout cas cet actif montre aussi qu'on a un besoin de consolidation, on a un besoin sur les indices de respirer pour ne pas voir la Fed être trop agressive, notamment. C'est très intéressant. Et au niveau technique également. Et donc ici, on peut confirmer également qu'il va y avoir probablement une consolidation, voire une correction un peu plus importante sur les indices mondiaux. Quel type d'ampleur il faut avoir en tête quand on parle de consolidation? Encore une fois, après un run de 20% pour les actions européennes, moins quand même pour les indices américains. Alors, tout dépend de quel indice américain on prend. Effectivement, le Nasdaq n'a pas rebondi de 20%, mais le Dow Jones, lui, qui se refait un peu la cerise, d'une certaine manière. Ça redevient un indice leader aux États-Unis. Exactement. On a certains actifs, certaines actions qui sont au plus haut historique. Ouais. Le Dow Jones, encore 8%, et on dépasse le plus haut historique. Donc, voilà, je n'ai pas les données en tête, mais c'est vrai qu'on peut voir un retour en arrière, une respiration peut-être de 10%, autour des 10% sur l'indice Dow Jones. Le Nasdaq est un peu bas, effectivement, mais sera un peu entraîné, peut-être pas autant, même si il faut voir quand même ce qui se passe en Chine. Apple qui pourrait avoir quelques milliards de réduction de chiffre d'affaires du fait de cette production qui est à la baisse. Et au-delà de la production, il y a la demande chinoise qui est toujours à la baisse également. Donc voilà, une baisse peut-être de 10% au moins sur le Dow Jones pourrait être raisonnable et permettrait peut-être de revoir une hausse par la suite si les données sont bonnes, parce que Jérôme Powell verrait ici des conditions plutôt acceptables pour ne pas accélérer trop le resserrement de la politique monétaire. Revenir à une fonction de réaction un peu plus douce peut-être du point de vue de la politique monétaire américaine. La séquence des 15 prochains jours va être très importante et va déterminer évidemment la fin d'année avec, donc on le disait, l'emploi américain ce vendredi, et puis on aura encore un chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de novembre qui sera publié avant la prochaine réunion des 13 et 14 décembre pour la Réserve fédérale américaine. On aura également une réunion de la BCE le 15 décembre prochain. Fin d'année difficile. Ah oui, fin d'année difficile, séquence intense, effectivement. Il y a encore 15 jours, on va dire, pour faire cette année et terminer cette année 2022 qui aura été évidemment une année éprouvante, on le rappelle, pour tous ceux qui sont investis sur les marchés. Vincent Bois qui était avec nous en plateau, le plan de trading de Smart Bourse chaque semaine avec les équipes d'IG à 12h30 le lundi dans l'émission. Venons-en au sujet qui fait l'actualité en force en ce début de semaine, les émeutes et la multiplication de protestations violentes en Chine contre la politique zéro Covid maintenue après le 20e congrès du Parti communiste chinois. C'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence pour évoquer entre autres ce sujet, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, les informations en provenance de Chine, en tout cas parcellaires, ce qu'on peut comprendre de ce qui provient de Chine aujourd'hui. On a tous vu quelques images assez spectaculaires qui ont tourné ces derniers jours encore, et notamment ce week-end. Comment est-ce que le marché peut lire ces informations et quelles sont les conséquences et les implications pour des investisseurs globaux aujourd'hui, John ? Bonjour Grégoire. Juste d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que les manifestations en Chine, c'est quelque chose c'est des éléments qui sont assez courants. Ces dernières années, on avait des manifestations, notamment lorsqu'on avait une hausse du prix de la nourriture et notamment le prix du porc. Vous savez que c'est la viande la plus consommée en Chine. Maintenant, ce qui est nouveau ici, c'est effectivement qu'on le voit à travers les réseaux sociaux et qu'on le voit
évidemment, à travers les médias internationaux. Donc c'est ici que ça prend une ampleur qui va au-delà du gouvernement, qui ne maîtrise d'une certaine manière plus ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que c'est important pour les marchés, évidemment pour la liberté en Chine, mais aussi pour les marchés aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a vu immédiatement ? Eh bien, après les manifestations, certaines assez violentes ce week-end, eh bien, on a vu le dollar qui est reparti un petit peu à la hausse, alors qu'on savait qu'il y avait une tendance négative, notamment par rapport à l'euro depuis 2 à 3 semaines. Donc on va vers les devises refuges. On a vu les rendements des obligations d'État chinoises, évidemment, qui remontaient face aux incertitudes qu'il y a. Et de l'autre côté, en termes de baisse, évidemment, les indices chinois, un peu la question de savoir si c'est le rebond du chat mort, puisqu'on avait eu un certain rebond ces derniers jours, et puis la baisse du yuan et le pétrole et les matières premières. Parce que, évidemment, si en définitive on se dit qu'il peut y avoir une libération ou une nouvelle politique en Chine, eh bien, on se dit aussi que sur le court moyen terme, eh bien, les incertitudes posent un problème sur la demande finale et ce qui va se passer au niveau des entreprises. Il faut rappeler ici que selon les estimations, eh bien, une société comme Apple, par exemple, devrait avoir un manque à gagner dû aux manifestations de près de 7 milliards de dollars. Donc, c'est une implication forte, évidemment, au niveau des personnes, mais aussi au niveau économique, au niveau des sociétés et aussi au niveau de l'incertitude, ce qui propulse le prix du baril à un plus bas ici depuis plusieurs mois. Si je comprends bien, John, la réaction immédiate du marché quand il voit effectivement ces informations en provenance de Chine faire les gros titres de l'actualité internationale, c'est de se dire qu'il y aura sans doute un durcissement à court terme encore des positions et donc de la douleur économique pour la Chine et les Chinois, mais que dans un second temps, cette situation socialement dangereuse pour le pouvoir peut appeler une réaction, une issue favorable à la politique zéro Covid maintenue depuis plus de 2 ans maintenant. Tout à fait, c'est ce qu'on espère, bien évidemment, mais la chose qu'il faut rappeler ici, c'est qu'au début du mois, le gouvernement chinois a assoupli sa politique du Covid-0. Alors, on est d'accord que plusieurs habitants, des millions d'habitants en Chine ne l'ont pas vu, mais il y a déjà eu un assouplissement qui a été fait. Et évidemment, ce n'est pas assez. Donc on va dans une situation où les anticipations d'assouplissement ou de changement ou d'évolution de la politique face au Covid vont être obligatoires pour pas que vous ayez un soulèvement massif, encore plus massif, de la population. Et ici, on imagine qu'avec l'aide, entre guillemets, cette fois-ci, des réseaux sociaux et l'aide des médias internationaux, le gouvernement chinois ne veut absolument pas que ça fasse les grands titres des journaux comme ça le fait aujourd'hui. Donc on est dans une situation, comme vous l'avez dit, Grégoire, où potentiellement ce qui est en train d'arriver est une bonne nouvelle, je dirais, pour l'année prochaine, parce que d'un côté, où il y aura un soulèvement plus massif, ou de l'autre côté, le gouvernement va encore assouplir sa politique face au Covid-0. Je rappelle, c'est un chiffre qui m'a marqué, qui nous a été donné par un intervenant à fin septembre. Sur la tranche d'âge de population 18-25 ans en Chine, on atteint quasiment 20% de chômage aujourd'hui. Et évidemment, c'est là le cœur du pacte social chinois qui est très abîmé aujourd'hui et qui laisse entendre effectivement que cette situation n'est pas tenable dans le temps long pour les autorités chinoises. Si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, à l'inverse, John, j'ai envie de dire, l'hédonisme du consommateur américain semble toujours de mise, malgré tout ce que le consommateur américain peut traverser, à commencer par un début de perte de pouvoir d'achat, on va le dire comme ça. Bien sûr, tout à fait. Donc, on avait les résultats qui sont tombés ce matin du fameux Black Friday aux États-Unis. Et puis, comme vous le sous-entendez, nouveau record, 9,12 milliards de dollars en ligne pendant le Black Friday. Dans l'ensemble, on estime que c'est une augmentation, les chiffres doivent être encore affinés, mais une augmentation de 2,3% par rapport à 2021. Donc, on est dans une situation où on est en record sur les commandes via le mobile,
plus 48% des ventes en ligne ont été effectuées par smartphone. Donc on voit ici qu'il y a vraiment une accélération alors qu'on pensait que ça pouvait être assez mature d'une certaine manière. Et puis on voit que, alors on peut se poser la question de savoir pourquoi. Alors évidemment l'utilisation des cartes de crédit, la baisse de l'épargne, mais il y a une autre chose qui a été largement mise en avant cette année, c'est ce qu'on appelle le acheter maintenant et payer plus tard, où en fait vous achetez à crédit, une nouvelle forme de crédit, pas spécialement par les cartes de crédit, mais par les magasins. Et ça a extrêmement bien fonctionné cette année. Et puis, en termes, et ce qui est assez important, c'est que, puisqu'on va avoir les résultats lors des résultats des entreprises du 4e trimestre, eh bien, on voit que c'est l'électronique, les jouets, les équipements de sport qui sont ceux qui ont connu le plus de croissance. Maintenant, chose aussi assez intéressante, c'est que pour la journée du Thanksgiving, c'est-à-dire le jeudi, eh bien, on a aussi eu une hausse de 2,9% par rapport à l'année passée, 5,29 milliards de dollars. Et dernière chose, eh bien, aujourd'hui, c'est le Cyber Monday. Et le Cyber Monday devrait marquer un nouveau record, 11,2 milliards de dollars. Donc, une hausse aussi potentielle par rapport à l'année passée. Et globalement, pour revenir sur ces chiffres, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a eu des commentaires de Target, de Macy's ou de Nordstrom qui nous ont dit, ces grands détaillants nous ont dit qu'ils craignaient pour la consommation, surtout cette fin d'année, etc. Et puis on voit que pour l'instant, les Américains continuent à consommer. Alors ça devient de la palissade de dire ça, mais les Américains consomment malgré l'inflation, malgré les risques de récession et malgré les interrogations qui entourent leur emploi, puisqu'on sait que le taux de chômage est censé remonter ces prochains mois. C'est un baroud d'honneur du consommateur américain un peu à bout de souffle, John, ou est-ce qu'il faut continuer de se réjouir d'une certaine manière, en tout cas, de cette consommation américaine, qui reste, on le rappelle, le moteur principal de l'économie américaine dans son ensemble? Alors, effectivement, on se demande quand est-ce que ça va craquer, on se demande quand ça va réduire, surtout qu'on sait que les mensualités pour ceux qui renégocient, par exemple, d'une maison, des taux hypothécaires ont largement monté, les prix des maisons ont monté, mais on voit que encore dans certaines régions des États-Unis, notamment en Californie, il y a des chèques qui ont été payés, qui ont été donnés à la majeure partie des habitants en Californie, chèque de relance qui avait été fait au niveau national 2 fois l'année passée, eh bien ces chèques ont été donnés le mois passé en Californie et a aussi dopé la consommation. Alors évidemment, à un moment ou à un autre, il faut que ça se réduise. Sinon, évidemment, les Américains n'auront plus d'épargne et les cartes de crédit seront encore un nouveau record en termes de demande. Mais effectivement, ces Américains vivent ce qu'on appelle YOLO, You Only Live Once, vous ne vivez qu'une fois. Et cette maxime fait tout son sens aujourd'hui lorsqu'on regarde les chiffres, c'est absolument incroyable. Et ce qui soutient la croissance américaine, puisqu'on rappelle quand même que 73% du PIB américain, de la constitution du PIB américain, c'est la consommation. Bon, pour l'instant, effectivement, le pouvoir d'achat est négatif parce que les salaires progressent, mais moins vite que l'inflation. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. Est-ce que cette situation pourrait changer dans un futur proche? Est-ce que l'inflation globale est en train de se réduire aujourd'hui, John? On aura encore des estimations d'inflation pour la zone euro devant nous cette semaine pour le mois de novembre. Mais est-ce que globalement, pour les économies développées, le pic d'inflation a été franchi? Alors, c'est une très bonne question, puis c'est la question à plusieurs milliards d'euros, je dirais, mais il faut faire attention, premièrement, à une chose, c'est-à-dire que si vous regardez le contexte de l'inflation aux États-Unis et en Europe, c'est différent, parce en Europe, c'est une question d'offre. On sait très bien que les chiffres et l'inflation est surtout tirée par l'énergie. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'on a les loyers, j'en parlais avant, on a aussi le système de la santé qui a fortement monté, on a la nourriture, et puis évidemment, on a l'énergie qui est assez élevée par rapport au phénomène standard, historique, pardon. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, ce qu'on peut certainement affirmer,
c'est qu'aux États-Unis, le pic de l'inflation est derrière nous. Mais il faut faire attention, lorsqu'on parle de pic d'inflation, ça ne veut pas dire qu'on va arriver rapidement à l'objectif, au mandat de la Réserve fédérale américaine, qui est de 2%. Puisqu'on sait que selon toujours les standards historiques, lorsqu'on dépasse les 8%, comme on a fait il y a quelques mois aux États-Unis, eh bien ça met énormément de temps pour revenir sur les 2%. En Europe, on est dans un cycle un peu différent puisque, ça sera certainement confirmé cette semaine, eh bien, on est dans un momentum haussier puisqu'on a encore ces chiffres de l'énergie qui impactent ces chiffres du gaz, ces chiffres de l'électricité qui impactent toujours l'inflation qu'on a en zone euro. Donc on pourrait avoir un décalage, c'est-à-dire une baisse graduelle de l'inflation aux États-Unis et toujours une hausse de l'inflation en Europe. Et la troisième chose, qui est peut-être la plus symptomatique, je dirais, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle, est frappée par la hausse des loyers, par la hausse de l'électricité, par la hausse de la nourriture, et qui est notamment à mettre sur le côté du Brexit. Et on en a déjà parlé, Grégoire, ici, les économistes, notamment de Goldman Sachs, pensent que l'inflation en Grande-Bretagne pourrait atteindre 22%. 22% en début d'année prochaine. Donc là, évidemment, la hausse des salaires ne suit pas et en plus, on voit que la livre sterling est en chute libre depuis un certain moment. Donc, pour résumer, on est dans une situation où, aux États-Unis, potentiellement, l'inflation peut baisser tout en restant élevée. En Europe, on est toujours dans un momentum stable, voire haussier. Et en Grande-Bretagne, ça continue de progresser parce que le pire n'est pas derrière nous. Donc effectivement, là, on est dans une situation où potentiellement, la Fed va pouvoir poser ses taux. La Banque centrale européenne va continuer de monter jusqu'à que l'Allemagne rentre en récession, et la France, évidemment. Et en Grande-Bretagne, là, il y a un problème grave parce qu'on va devoir continuer à monter les taux malgré la récession probable qui va arriver en Grande-Bretagne. Merci beaucoup, John. Merci pour cet éclairage de début de semaine sur les grands enjeux du moment, de la Chine jusqu'à l'inflation pour nos économies, les économies développées. John Plassard qui était avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.